Hélène Buzetti, Chantal Hébert, Paul Journet et Louise Blais pour nous aider à comprendre dans les méandres de l'ONU, qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui, hier. En fait, quelle est l'importance, en fait, la vraie question de cette reconnaissance. Tour de table. Hélène, on vient d'entendre le premier ministre qui était à la tribune. On a vu M. Macron, on a entendu M. Macron. Et les gens se demandent une question difficile, mais se demandent, on reconnaît l'État palestinien très bien, mais que reconnaît-on? Parce qu'il reste de moins en moins de terre à cet éventuel futur État palestinien. Oui, ce sont des mots très durs. En fait, je dois avouer que j'étais en transit vers ici, donc je ne suis pas certaine si ce qui a été dit par M. Carney est ce que on nous avait fourni sous embargo. Mais la version du discours que moi j'ai pu lire, c'est en fait exactement le communiqué de presse qui avait été envoyé la veille, hier, dimanche matin. Donc, essentiellement, c'est une version télévisuelle du communiqué de presse que nous a fourni aujourd'hui M. Carney. Ce sont des mots très durs de la part du Canada. En fait, très dur. Il y avait eu un virage qui a commencé depuis le mois de mai sous M. Carney, où on avait à ce moment-là fait une sortie avec la France et la Grande-Bretagne pour dénoncer ce qu'on appelait les actes odieux d'Israël. Ouais. Et on continue donc avec ces mots très, très durs. Mais vous avez raison, on va avoir besoin d'un petit peu plus de chair autour de l'os et je vais laisser les autres parler pour voir qu'est-ce que l'on reconnaît. Mais pour l'instant, on est à l'ordre des mots, mais ce sont des mots qui sont très différents de ceux utilisés dans le passé jusqu'à présent. On l'a, l'extrait, là. Je vais vous le présenter, où il dit que depuis que le gouvernement Netanyahou refuse même d'envisager de discuter de la solution à deux États, il fallait réagir et le Canada a fait partie des autres. On écoute, on revient. And it is now the avowed policy of the current Israeli government that there will be, and I quote, no Palestinian state. In this context, Canada recognizes the state of Palestine. Alors, ça, c'est le moment où il reconnaît, puis vous avez vu la ministre qui l'a applaudi, on a aperçu M. Blanchard. Donc, je poursuis le tour. Chantal Hébert, oui, changement de ton qui coïncide avec un changement de ton d'à peu près toutes les démocraties, sauf aux États-Unis. Oui, ce qui veut dire qu'au Conseil de sécurité, à ma connaissance, il reste les États-Unis parmi les pays qui ont un veto aux Nations unies qui soutiennent encore Israël. Mais je pense que, quelque part, on essaye de sauver la position canadienne traditionnelle des deux États. Et on en est rendu là, et c'est pas seulement le Canada, parce qu'il ne reste pas grand cartouche dans l'arsenal, et puis que cette reconnaissance-là, c'est une espèce de message qu'on tente d'envoyer à Israël. Est-ce que ça va changer les choses demain matin? Selon moi, pas du tout. Mais ça résulte néanmoins, politiquement, parce qu'on est aussi ici pour parler de politique, ça résulte néanmoins d'un consensus très large à la Chambre des communes qui isole le Parti conservateur. Et la carte du monde est impressionnante, on l'a vu, là, tous les pays en vert, ce sont les pays qui ont décidé de reconnaître. Paul, une journée, un geste important? Oui, puis on voit aussi à quel point ce qui se passe au Canada est une preuve, s'il en fallait une autre, d'à quel point les choses ont évolué dans le conflit. Auparavant, il y a quelques années, on sentait que Justin Trudeau était souvent dans l'embarras avec cette question, parce qu'elle divisait son caucus et donc la prise de position diplomatique du Canada était au moins en partie tributaire de la gestion de l'opinion publique et de la gestion du caucus. Mais vient un temps où la situation sur le terrain est tellement grave que ces genres de petites considérations stratégiques ne pèsent plus lourd. Quand vous avez un comité de l'ONU qui conclut au génocide, il y a une ligne qui est tracée, c'est le temps où il faut passer de la stratégie à la défense de principes minimaux. Et si on voit la position du Canada en se demandant qu'est-ce qu'elle change concrètement, c'est évident que les positions du Canada ne vont jamais avoir un impact décisif, mais il y a des principes minimaux à faire respecter. Et dernière chose que je dirais, ce que je note aussi, c'est que c'est pas tant la reconnaissance de la Palestine que les mots qui l'accompagnent à l'endroit d'Israël
qui, eux, sont très forts, d'autant plus qu'on les a entendus de la bouche de d'autres chefs de gouvernement et chefs d'État. Louise Blais, donc ancienne ambassadrice du Canada à l'ONU, décrivez-moi comment vous évaluez l'impact de ces sorties des chefs d'État, chefs de gouvernement, un après les autres. Bien, écoutez, j'ai été dans cette salle, l'Assemblée générale, assez souvent pour entendre des grands discours percutants. Les discours, c'est bien, mais des fois, malheureusement, avec l'ONU, on se rend compte que sur le terrain, ça ne change pas grand-chose. Maintenant, pour le Canada, ça a un impact parce que le Canada a été vu, même on nous reprochait de s'aligner trop étroitement à Israël et aux États-Unis par rapport à la Palestine dans les 10 dernières années. On nous l'a reproché à maintes reprises. Et là, aujourd'hui, on voit vraiment un grand départ sur notre position qui est fondée sur comme on entendait, sur des principes de base du droit international et du droit humanitaire et qui démontre un peu l'exaspération du gouvernement canadien par rapport à la position israélienne de nier toute possibilité d'un État palestinien. Donc, pour le Canada, ça change la donne par rapport à nos relations avec plusieurs pays, peut-être aussi compris avec les États-Unis dans l'autre sens, malgré que je crois que les États-Unis sont habitués d'être isolés et nous n'en tiendrons pas plus rigueur qu'à d'autres. Parce qu'il faut quand même dire, Louise, puis je vais vous redonner un peu rapidement, puis ça, je vais entendre Hélène, Chantal et Paul, il faut quand même dire qu'on le fait, on ne saute pas seul, là. On le fait avec la Grande-Bretagne, on le fait avec la France, on le fait avec d'autres. Pas comme si le Canada s'était dissocié de la position américaine. Bon, on voit, là, hier, Canada, Royaume-Uni, Israël, Portugal. Donc, c'est plus facile de sauter qu'on est accompagné, là, Louise. Oui, on dit en bonne compagnie en langage diplomate. Bon, on est en très, très, très bonne compagnie. Maintenant, on avait déjà annoncé, c'est pas nouveau là, ce qui est annoncé aujourd'hui, on l'avait dit au courant de l'été, et on a pris un peu les Américains par surprise. On aurait peut-être dû les appeler au préalable pour leur dire qu'on changeait de position. Alors ça, on peut parler un peu de la forme, de comment ça a été fait, mais je pense qu'aujourd'hui, la page est tournée et le Canada s'est exprimé. Bon, Paul et Chantal et Hélène ensuite. Au Canada, sur la scène politique canadienne, ça ne fait pas l'unanimité. Je pense qu'on a une réaction écrite et non pas un extrait de M. Poilièvre, le chef de l'opposition, qui n'est pas d'accord avec la position canadienne, qui, lui, est résolument pro-Israël et juge que ce n'est pas le moment. En tout cas, quand on l'aura, on la verra. On va la voir. On va la voir. Mais je peux la peut-être la... Ouais. Donc, les conservateurs défendront toujours le droit d'Israël à exister, à se défendre aux côtés du futur État palestinien démilitarisé, exempt de terroristes, démocratique, pacifique. Les conservateurs se concentrent sur ce qui est bon pour le Canada parce qu'il est temps de mettre le Canada d'abord pour faire changement. Autrement dit, c'est la condition qu'a posée le Canada, eux, c'est une précondition pour les conservateurs pour accepter éventuellement. Pas le tour de table. Bien, ça, c'est un copier-coller de la position conservatrice traditionnelle qui disait qu'elle exprimait un soutien indéfectible à Israël. On voit maintenant ce que ça peut signifier, un soutien indéfectible. Mais moi, l'aspect le plus intéressant de la déclaration conservatrice, c'est ce qui suivait dans le communiqué, où là, on attaquait de façon virulente M. Carney hier en disant que, en gros, je caricature à peine, en disant que la reconnaissance de la Palestine équivalait à un appui au Hamas et au terrorisme, et que cet appui au terrorisme était fait pour détourner l'attention de son bilan. Quand vous avez une accusation qui va si loin, c'est difficile de faire un débat rationnel de bonne foi. Voilà. Voilà, oui. Et d'autres, en Israël, c'est la ligne qu'on entend beaucoup aussi, un cadeau au Hamas. Hélène, là-dessus. Oui. Oui, absolument. Prime au terrorisme, ça revient. Et on est beaucoup dans une vision manichéenne des choses. Juste avant la période de questions, il y a des déclarations de députés. Il y en avait un de Calgary, conservateur de Calgary, qui s'est levé et parlait de finalement qu'on se retrouvait, nous, le Canada, à endosser le mal avec un grand M, n'est-ce pas? Alors, on est beaucoup là-dedans et franchement, c'est en cohérence avec les positions passées des conservateurs. Je me rappelle sous Stephen Harper,
par exemple, lorsqu'il y avait eu des bombardements au Liban, par exemple, on se ralliait toujours fait et cause pour Israël. On avait même évoqué peut-être le déplacement de l'ambassade canadienne. Alors, ce n'est pas d'hier, mais plus ça avance et plus cette volonté de toujours être d'accord avec Israël rend les conservateurs sourds à ce que le reste de la planète constate. Quand on voit ces enfants décharnés, on ne peut pas y voir là une réponse mesurée à l'attaque du Hamas. Mais les conservateurs se sont comme enfoncés dans un canal et là, ça les isole de plus en plus et ils ont l'air bien seuls. Chantal, est-ce que ça... bon, on verra quand il y aura une prochaine élection au Canada, mais puis on verra où en sera le dossier de Gaza et d'Israël. Mais est-ce que c'est une position qui peut les coincer, justement, vous croyez? Les conservateurs? Oui, certain. Parce que le nombre de circonscriptions qui peuvent gagner avec ça est bien inférieur, si on veut jouer à la géopolitique de la diaspora, est bien inférieur au nombre de circonscriptions qu'ils vont perdre avec ça. Mais j'en suis pas là-dessus. Moi, j'en suis sur l'idée que si les quelques paragraphes que vous avez montrés avaient été les seuls de ce communiqué, on aurait pu dire qu'il y a une discussion cohérente. Mais quand on continue et dit c'est une distraction pour s'allier au terrorisme, pour faire passer je sais pas quoi, là, on tombe dans... Nous ne sommes pas dans une discussion sérieuse. D'autre part, changement effectivement politique. Si Justin Trudeau avait fait la même chose il y a 1 an, il y aurait eu des démissions. Il se serait passé une crise quelconque au caucus. Je crois que ce n'est pas dans les cartes, ce qui est quand même le signe d'un changement. Et je note que dans certaines de ces circonscriptions, les conservateurs espéraient faire des gains. Ils en ont fait parfois seulement temporairement. Et le naturel est revenu au galop, c'est-à-dire les libéraux qui reprennent leur territoire. Louise Blais, est-ce que... Bon, là, c'est fait, puis à New York, là, il y aura... On va se serrer les mains, on va dire bravo, on a fait avancer les choses, le discours onusien a changé. Mais encore une fois, est-ce qu'il n'y a pas un décalage épouvantable entre ces mots et la réalité sur le terrain? On montrait les cartes tout à l'heure avec Marie-Ève de Cisjordanie. Est-ce que ça devient presque irréconciliable, cette idée à 2 États et la réalité sur le terrain, Louise? Mais si, c'est une solution à un problème qu'on n'a plus. Le problème est beaucoup plus grand aujourd'hui. Et là, c'est sûr. Et là, demain, on aura la réponse de Donald Trump, qui n'est pas là parce qu'il faisait le boycottage de la conférence, mais demain, il s'exprimera. Et il reçoit Benjamin Netanyahou à la Maison-Blanche vers la fin de la semaine. Alors... c'est vraiment les 2 grands joueurs. Vous avez raison de le souligner. Netanyahou arrive, là. Oui. Alors, il va parler plus tard durant la semaine, je pense que c'est vendredi, parce que c'est un premier ministre et les premiers ministres, les chefs de gouvernement parlent plus tard. Longue histoire diplomatique. Mais tout ça pour dire que c'est les 2 grands joueurs qui peuvent faire une différence. Et tant qu'on ne réussit pas à convaincre un ou l'autre, on n'y arrivera pas. Alors, moi, à mon avis, l'auditoire principal, c'est le président Trump, qui est malléable à certains moments. Et il faudra voir comment il va répondre demain, mais il n'aime pas se faire braquer. Et je pense que c'est ça qu'on voit cette semaine. Et c'est pour ça que moi, je suis assez pessimiste sur l'impact sur le terrain. Dernier tour de table, Paul, Chantal, Hélène, est-ce que Carney, comment vous jugez qu'il incarne la politique extérieure canadienne là? Est-ce que, compte tenu des pièges ici et là, comment il se comporte, Paul? Bien, à ses débuts en politique étrangère, Mark Carney, je le voyais d'abord comme un chef de gouvernement qui était pris dans une négociation pénible avec les États-Unis et c'était le point de départ à partir duquel interpréter ses différents gestes. Ses actions diplomatiques étaient surtout dans une perspective commerciale et défensive. C'est comme ça qu'il s'est rendu en France et au Royaume-Uni. Mais sur ce dossier, il met de côté ses relations commerciales avec les États-Unis pour revenir à une approche qui est purement axée sur la diplomatie et, disons, plus des principes
que des intérêts, mais comme Mme Blais le soulignait, il y a la question du fond et de la forme. Et c'est vrai que peut-être qu'il y aurait eu moyen de peut-être prévenir davantage les États-Unis de la déclaration qui allait être faite, mais ça ne change rien sur le débat de fond. Oui, mais même quand on donne beaucoup de cadeaux et donner doux, ça ne marche pas nécessairement. Mais oui, très bien. Hélène et Chantal, donc comment il se comporte? Il est allé au Mexique aussi, il tente de renouer des ponts. Comment, d'après vous, jusqu'ici, qu'est-ce qu'on peut dire? Bien, moi, ce que je lis de cette décision-là de reconnaissance de la Palestine, c'est qu'elle s'inscrit aussi dans ce réalignement qu'orchestre M. Carney, qui veut se détacher des États-Unis. Oui, économiquement, sur le plan commercial, mais de manière politique aussi, pour s'associer davantage à d'autres alliés, notamment européens. C'était le sens de son premier voyage à l'étranger, là, quand il est allé voir en France, en Grande-Bretagne. Et on est là-dedans maintenant. Donc, par rapport à la question israélienne, dans le passé, le Canada n'était pas nécessairement toujours aligné vers les États-Unis, mais on essayait souvent de les ménager en ayant notamment des abstentions. Et je trouve que cette décision aujourd'hui, elle consacre encore un peu plus ce détachement canadien des États-Unis pour se rapprocher de l'Europe. Alors, oui, on était en bonne compagnie, comme le disait Mme Blais, mais c'est parce que, dans le fond, on choisit cette compagnie, cette bonne compagnie. Oui, mais imaginez si on n'avait pas suivi la Grande-Bretagne, l'Australie, là, on aurait une toute autre discussion ce soir. Chantal? Ah ben oui. Est-ce qu'on peut s'entendre qu'on se souvient de Lester B. Pearson parce qu'il a pris position contre sur le Vietnam et qu'on se souvient de Jean Chrétien parce qu'il a refusé la guerre en Irak. Alors, la position de Mark Carney correspond totalement à ce côté payant aussi de la politique canadienne, bien avant Donald Trump, qui fait que le Canada dit sur ces sujets-là, on peut parfois avoir une voix complètement discordante quand ça compte, et généralement, ça a été très payant. Louise Blais, tant que le Conseil de sécurité est paralysé, bon, là, c'est bien, mais la prochaine étape, difficile à imaginer, là. Bien, complètement, parce que les membres permanents du Conseil de sécurité ont le droit de veto sur toute accession au membership de l'ONU. Alors, les États-Unis vont sûrement utiliser leur droit de veto. Ils ne sont pas gênés de le faire. Alors, pour l'instant, ça n'amènera pas à la candidature de l'État palestinien à l'ONU. Louise Blais, Paul Journet, Chantal Hébert, Hélène Buzetti, merci beaucoup de nous avoir parlé. Bonne fin de soirée. Au revoir. Au revoir. Merci, bonsoir.